Alors aujourd'hui, on attaque avec le bouquin de Carl Schmitt, La notion de politique, qui est un bouquin écrit en 1932. Carl Schmitt est un juriste. Et alors dans son premier chapitre, il attaque tout de suite en faisant la dichotomie entre étatique et politique. L'État, c'est un territoire donné avec un peuple donné dans lequel s'exercent un certain nombre de règles, avec lesquelles les individus sont d'accord, du moins en principe. Et en fait, pour définir la politique, c'est bien plus compliqué. On pourrait dire que c'est l'influence qui est exercée sur l'État, mais en fait, tout ça est flou, ce n'est pas précis. Et donc, Carl Schmitt nous dit que pour définir le politique, il faut le faire de manière négative. Alors là, on voit la filiation avec l'école hegelienne, je vous en parlais un peu dans mon audio sur Hegel, de la négativité. Et la seule manière négative donc de définir la politique, c'est de la confronter à ses antithèses qui sont les autres secteurs de l'intelligence humaine au sein de la société, qui vont être la culture, le droit, l'économie, la morale, qui ont chacun qui ont chacun leur liberté au sein de l'État. Donc il y a l'étatique qui va être plutôt les structures et le territoire, les structures et le territoire. Et il y a le politique, qui est donc à séparer de l'État, puisqu'en fait, le politique, il vit dans la société. Hein, L'État régit la société, l'État régit le territoire, mais la politique, elle est vivante dans la société et pas dans l'État. Et en fait, quand on fait l'amalgame entre État et politique, qu'il y a interpénétration de l'État et de la politique, et ben en fait, c'est là où débutent les erreurs, puisque avec cette vision des choses, en fait, l'État devient total. C'est-à-dire que c'est l'État qui gère la politique. C'est un peu le cas aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils trouvent ça sympa ce que je fais, mais qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. En fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils croient que la politique se résume à la politique politicienne, qui est en réalité effectivement une politique d'État. Bon, on aura l'occasion de revenir sur ce genre de sujet. Et donc, quand État égale politique, et ben en fait, l'État devient total, et Carl Schmitt nous dit que c'est un rapprochement qui se produit nécessairement dans une unité politique qui est organisée en démocratie. Et en fait, tous les domaines qui étaient neutres autrefois, donc la culture, le droit, l'économie, etc., ne le sont plus. Et, c'est justement ce qui devient problématique, puisque tout devient politique en puissance. Et on n'a plus les éléments nécessaires pour comprendre qu'est-ce qui est politique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Si on veut imager très simplement ce que je suis en train de dire, on peut voir que c'est exactement le cas aujourd'hui. La science, qui est censée être un domaine neutre, est 100% représentée dans sa neutralité par un type comme le professeur Raoult, alors que l'État et la politique, qui s'emparent de la science, peut être 100% représenté par les mesures qui sont prises depuis 2 ans. Dans le deuxième chapitre, c'est très simple. Carl Schmitt fait la distinction ami-ennemi, qui est en fait le critère du politique. Au même titre que concernant la morale, en fait, il existe le bien et le mal. Pour l'esthétique, il existe le beau et le laid. Pour la philosophie, la vérité et le mensonge, ou le faux. Et pour le travail, il existe le nuisible et l'utile. Si jamais vous avez envie de creuser cette notion du nuisible et de l'utile, ou du parasitaire et de l'utile, je vous renvoie à mon audio sur Karl Marx qui s'appelle Karl Marx aujourd'hui, qui est le quatrième, donc forcément les gens en avaient un peu ras-le-bol que je fasse du Karl Marx, mais c'est sans doute le meilleur. Et en fait, Carl Schmitt, nous, nous faciliter la compréhension politique, veut trouver une dichotomie tout aussi simple que pour celle que j'ai énoncée avant, et c'est ainsi qu'apparaît la distinction ami-ennemi. Au troisième chapitre, qui se nomme La guerre, phénomène d'hostilité, on passe un cran supérieur dans la logique et la compréhension du politique. En fait, ce qui nous explique Carl Schmitt, c'est qu'il ne faut pas confondre l'ennemi avec le concurrent, comme le libéralisme veut nous le faire croire. En fait, la distinction ami-ennemi, elle ne peut pas être apportée à une base individuelle. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que la distinction ami-ennemi, elle s'opère forcément entre unités politiques constituées. L'ennemi, ça ne peut être qu'un ensemble d'individus groupés affrontant un ensemble de même nature.
et engagés dans une lutte pour le moins virtuelle, c'est-à-dire effectivement possible. C'est-à-dire que c'est deux partis de groupements qui luttent l'un contre l'autre, au moins, qui luttent l'un contre l'autre, et la possibilité de l'affrontement physique est toujours présente. Et en fait, l'adversaire ou l'ennemi privé n'a rien à voir avec cet ennemi qu'on peut appeler ennemi public. Il faut bien faire la distinction. Alors c'est très intéressant, il nous rapporte que dans la Bible, donc lui il part de la traduction grecque, puis de la Vulgate, donc qui est la traduction latine de la Bible, il nous dit bien qu'il n'y a pas, parce qu'en fait dans la Bible il y a une phrase très intéressante qui dit « il faut aimer ses ennemis ». Mais lui, en bon maître des humanités, c'est-à-dire qu'il parle couramment le latin et le grec ancien, il fait bien la distinction, et la distinction est bien faite dans la Bible, entre inimikos et hostes. Hein, dans la Bible, il est bien dit « diligite inimikos vestros ». Donc aime tes ennemis, mais inimikos, et non pas diligite hostes vestros. Et donc c'est l'ennemi privé qui est mis en référence ici, et donc c'est l'ennemi privé qu'on doit aimer, et non pas l'ennemi politique. Parce que l'ennemi politique nous est hostile, alors que l'ennemi privé, il peut nous être hostile, mais simplement à titre privé, à titre égoïste, on va dire. Donc ce qu'il faut, c'est définir l'ennemi de manière collective, et non pas individuelle. Très important de retrouver le sens du collectif. En tout cas, cette citation de la Bible ne signifie surtout pas que l'on aimera les ennemis de son peuple et qu'on les soutiendra contre son propre peuple. L'antagonisme politique est le plus fort de tous, et plus la définition de l'ami et l'ennemi devient précise, plus le conflit est réellement politique. À l'intérieur de l'État, qui est une unité politique organisée, on observe que certains critères obtiennent le qualificatif de politique. On appelle politique un certain nombre de choses, alors qu'en fait, la division ami-ennemi n'existe quasiment plus. Hein. Je pense à un débat qu'on pourrait avoir type LREM, LR. Je veux dire, à quel moment on peut imaginer que les mecs vont se foutre sur la gueule ? C'est absolument impossible. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est complètement caricatural, et que l'État, en offrant ce spectacle, tend à assimiler État égale politique. Et là, on est de retour au chapitre 1. Et donc, en réalité, lorsque toute notion d'une épreuve de force a disparu, en fait, on ne peut plus considérer ça comme réellement un affrontement politique. On est sorti de la politique. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on qualifie de politique des événements et des décisions qui relèvent d'une politique de parti. Le problème, c'est que en fait, la politique de parti, bien souvent, comme on vient de le dire, ça n'a plus rien de politique, et c'est simplement des hommes et des unités qui luttent les uns contre les autres pour obtenir les bonnes places, en fait, hein, les bonnes places de l'administration, et c'est ce que Carl Schmitt appelle la sauvegarde des places et des prébendes. On est très très loin de la politique, en réalité, on est dans l'économique. Et en fait, donc voilà, quand au sein de l'État, les conflits entre partis finissent par occuper tout le champ des antagonismes politiques, le problème c'est qu'on a atteint le degré extrême de ce qu'il appelle la série de politique intérieure. C'est-à-dire qu'au lieu de se focaliser sur un ennemi extérieur, l'État, les membres des partis politiques s'écharpent entre eux, et ainsi la population s'identifiant à ces partis s'écharpe également. Et en fait, le problème de la politique de parti, c'est ce que disait Simone Veil, l'anglaise, hein, c'est qu'à la fin, en fait, le combat politique, ça a pu être la France, par exemple, contre un autre pays, mais en fait, à la fin, c'est un désaccord politique profond intérieur, qui mène non pas à la guerre externe, mais à la guerre civile. Ce qui est bien pire. Ça, c'est très intéressant pour nous faire réfléchir un peu sur ce qu'est la politique de parti et à quoi elle mène. En fait, il nous faut un type au sommet de l'État qui fasse ce que les Allemands appellent de la realpolitik, hein, avec un K. Je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est que la realpolitik, c'est-à-dire il n'y a pas d'histoire de droite, de gauche, de machin. C'est en fonction de l'événement, on prend la meilleure décision pour son peuple et pour sa nation. Voilà, c'est ça la realpolitik, et c'est exactement ce qu'il nous faut.
tout le cirque dans lequel on est découle du fait qu'il n'y ait personne qui fasse de réelle politique et qu'on soit dans des espèces d'idéologies complètement hallucinantes et surtout qui ne sont pas viables, qui ne sont pas viables. Et en fait, alors pour conclure sur ce chapitre, ce qu'on peut dire, c'est que le concept d'ennemi est concomitant au concept de lutte et de lutte réelle. Et même si on ne souhaite pas la lutte réelle, elle est cette possibilité permanente qui détermine un comportement spécifiquement politique. Et la politique n'est pas forcément la lutte de par la guerre sanglante permanente ou la lutte armée permanente. Le fait de ne pas entrer en guerre, par exemple, peut très bien être la meilleure décision politique. Simplement, la possibilité de la guerre reste présente, ou de la lutte en tout cas, et c'est ainsi qu'elle détermine chez les hommes un comportement spécifiquement politique. Ensuite, on a la décision de guerre et la désignation de l'ennemi. L'État, en tant qu'unité politique souveraine, a le droit du ce qu'on appelle jus belli, qui est le droit de déclarer la guerre. Que cette guerre d'ailleurs soit interne ou externe, hein, l'État peut déclarer un ennemi au dedans, et alors à ce moment-là, l'État se désagrège et c'est le vainqueur de cette guerre civile qui constituera le nouvel État. Et alors ensuite, on a une réflexion beaucoup plus intéressante, mais le jus belli nous permet de le comprendre, sur en fait qu'est-ce que c'est que la guerre et qu'est-ce que c'est qu'une vraie guerre. Ce que nous dit Carl Schmitt, c'est que la seule guerre qui peut être justifiée, c'est celle où l'ennemi est dans une position de lutte existentielle de nos vies. C'est-à-dire que l'ennemi veut réellement la fin de notre vie. Parce que pour tuer des hommes, il faut qu'il y ait nécessité vitale de maintenir sa propre forme d'existence. Et c'est là où on voit que les guerres économiques d'aujourd'hui, qui sont jamais passées, ou les guerres humanitaires, hein, les guerres économiques sont jamais déclarées économiques, mais plutôt humanitaires, et même les guerres humanitaires sont absolument invraisemblables, et même scandaleuses, c'est-à-dire qu'on va vouer des hommes à la mort, ceux qui font partie de notre peuple et ceux que l'on désigne comme ennemis pour des idéaux. Or, une guerre ne tire pas son sens du fait qu'elle est menée pour des idéaux. Elle n'a un sens que lorsqu'elle est dirigée contre un véritable ennemi. Hein, parce que le jus belli échoua à l'État une responsabilité immense qui est celle de tuer des hommes et de faire tuer des hommes. Et donc les guerres humanitaires, ce que nous dit Carl Schmitt, c'est qu'il y a quand même forte suspicion que le jus belli soit en réalité en d'autres mains que celles de l'État, et que ce soit des tiers qui décident, des tiers qui ont infiltré l'État et qui décident des guerres à mener, toujours sous prétexte humanitaire, hein, pour le grand public, mais quand on creuse un peu, c'est le cas de nombreuses guerres modernes, à partir des années 90. Quand on creuse un peu, c'est bien autre chose que des guerres humanitaires. Hein. Ça reste des guerres politiques, mais pas forcément. Par exemple, pour le cas de la France, c'est pas des guerres pour la France. Voilà. Et donc, il termine en disant, ce chapitre en disant que le refus d'un peuple d'organiser la distinction entre amis et ennemis, ce n'est pas la fin de la politique dans le monde, c'est simplement la fin d'un peuple faible, et en fait un peuple qui refuse d'opérer la distinction ami-ennemi est un peuple qui sera soumis à un autre peuple qui opérera cette distinction pour lui. 6e chapitre, le monde n'est pas une unité politique, il est un pluriversum politique. Un gouvernement planétaire présupposerait une disparition absolue de toute inimité entre les peuples. Ainsi, une disparition absolue de la discrimination ami-ennemi, et donc de la politique. Donc tant qu'il y a de la politique, tant qu'il y a des inimitiés, le monde est un pluriversum politique. Et personnellement, j'en suis persuadé, il est un pluriversum politique éternel. Alors pour revenir un peu sur le concept d'humanité, l'humanité en tant que telle, en fait, ne peut pas faire la guerre.
puisqu'elle est la seule représentante d'elle-même sur Terre. Elle n'a pas d'ennemis sur Terre, avant qu'on se batte contre les animaux, ce qui ne va pas durer longtemps. Mais en fait, c'est tout ça pour revenir aux guerres humanitaires. Les guerres menées sous ce prétexte, en fait, ne sont rien d'autre qu'une manipulation politique pour s'arroger de manière exclusive ce concept universel d'humanité, afin de mieux le nier à son adversaire. C'est particulièrement pervers, c'est un prétexte particulièrement utile également aux guerres impériales, c'est ce qu'on peut voir depuis, comme je le disais, les années 90, particulièrement depuis la fin de l'URSS et à l'époque de la guerre froide également. Et alors Carl Schmitt nous dit que l'impérialisme économique, je cite, se distingue particulièrement avec sa forme d'intervention éthique et humanitaire. En fait, s'arroger le concept sublime d'humanité, c'est quand même un sacré toupet, puisque en fait, faire une guerre humanitaire revient à dire que l'ennemi à qui on fait la guerre ne fait pas partie de l'humanité. Hein, il est hors l'humanité. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que ces guerres humanitaires sont toujours menées avec des moyens techniques qui vont aux confins de l'inhumanité. Je veux dire, buter des gens avec des drones, là, on est au bout de l'inhumanité, de la guerre inhumaine. Donc c'est drôle, c'est toujours ceux qui font des guerres humanitaires qui utilisent les moyens les plus inhumains pour arriver à leur fin. Tout ça en plus avec une machine de propagande qui fait croire à leur peuple que ces ennemis, qui n'ont rien d'ennemis, puisqu'il faut apprendre au peuple que ce sont des ennemis, ce qui veut bien dire que ce ne sont pas des ennemis réels et légitimes. Enfin bon, bref. Voilà. Donc les mêmes torts peuvent tout à fait être imputés. Alors ça, Carl Schmitt nous parle beaucoup de la Société des Nations, donc qui serait aujourd'hui l'OTAN, qui avait une signification en fait lorsque les nations étaient opposées au régime princier, en particulier en Europe. Mais une fois cette différence balayée par l'évolution de l'histoire, il n'y a plus de régime princier en Europe, du moins qui a du pouvoir, alors ces coalitions nationales ne sont que puissances militaires aux ordres de politique impériale. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la SDN, la Société des Nations, exactement au même titre que l'OTAN aujourd'hui, ne supprime pas les guerres. On a créé cet organisme en nous vendant, nous, au public, que ça allait être quelque chose qui allait supprimer les guerres et que les nations allaient coopérer entre elles, etc. C'est complètement faux. En fait, ce que fait l'OTAN, c'est autoriser certaines guerres, en provoquer certaines, rien que de par son existence. Non pas lui en tant que moteur politique de la décision de la guerre, mais simplement en tant qu'organisme existant, il ait la possibilité de création de guerre. Et l'OTAN va avoir tendance à privilégier les guerres de coalition, toujours au nom d'ailleurs de l'humanité, les guerres de coalition qui, de par la coopération des nations impliquées, créent les moyens techniques les plus sophistiqués, les plus poussés et ainsi les plus inhumains. Donc c'est assez drôle de se rendre compte de ce genre de contradiction. Le but ici, c'est renouveler avec le concept de politique et comprendre pourquoi on se fout quand même largement de notre gueule. Moi, les audios, je fais quand même ça pour ça, c'est pour qu'on comprenne à quel point on se fout de notre gueule et à quel point il y a de l'incohérence. Si un État mondial était possible, et donc principalement axé sur l'économie et les techniques de communication, il n'y aurait entre ses membres pas plus d'unité sociale qu'entre les locataires d'un même bâtiment. La question principale ici, en fait, c'est de savoir à quels hommes est-ce qu'on confiera le pouvoir d'un gouvernement planétaire, parce que Carl Schmitt nous dit qu'il ne faut surtout pas avoir la naïveté de se dire qu'un gouvernement de l'homme par l'homme sera superflu parce que les hommes seront totalement libres et que donc tout ira bien. Non, la question c'est si les hommes sont libres, c'est savoir qu'est-ce qu'ils pourront faire de leur liberté. Bon, et puis alors, visiblement, l'État mondial qui est un peu en cours de gestation, le délire, ça n'a pas l'air d'être la liberté. Le délire, ça a plus l'air d'être on va gérer l'épidémie de vous savez quoi tous ensemble. Vous savez quoi ? Le chapitre 7, c'est les fondements anthropologiques des théories politiques. Toute doctrine politique
pose un homme bon ou un homme mauvais. Euh, pour voir ça clairement, on peut opposer deux théories politiques simples, qui sont l'anarchisme d'un côté, un homme bon, et la théorie autoritaire, un homme mauvais ou corrompu, ou du moins, et surtout, un homme qui peut être corrompu, et donc à qui il faut mettre des freins pour en faire un homme bon. L'anarchisme, en fait, c'est la négation radicale de l'État. Et en fait, l'une est issue de l'autre, elles sont réciproques. C'est-à-dire que la théorie autoritaire va construire un État, une théorie politique sérieuse et étatique et fonctionnelle, et l'anarchisme va être son pendant opposé exact, c'est-à-dire la négation totale et radicale de l'État. Il faut qu'il n'y ait rien, car l'homme est bon par essence, par nature, et donc une société d'hommes bons créera forcément un pays, une nation, un espace d'hommes bons. C'est ça l'anarchisme. Et là-dedans, en fait, vient se greffer une fausse doctrine, une doctrine qui n'a pas vraiment de doctrine, qui est le libéralisme, qui considère que l'État est au service de la société et qui doit être maintenu dans des limites très précises. Le libéralisme, c'est vraiment l'idée que l'individu est libre, le marché est libre, l'économie est libre, et que l'individu doit pouvoir faire absolument ce qu'il veut. Le libéralisme, en fait, c'est un frein et un contrôle du pouvoir, mais donc il n'y a pas de véritable théorie de l'État. Assez amusant, on va relever une nouvelle contradiction. Aujourd'hui, un type comme Macron a pris le pouvoir au nom du libéralisme, hein, c'est vraiment ça qu'il incarne à 100%, et le type nous impose, en douce, sans vraiment le dire, une espèce d'obligation vaccinale. C'est-à-dire que là, on a une contradiction dans les termes. Le libéralisme, c'est l'individu qui décide de ce qu'il veut faire librement, et là, on a un type qui prend le pouvoir au nom du libéralisme et qui nous impose quelque chose qui a tous les agréments d'un État autoritaire. Bref, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les vraies théories politiques fonctionnelles postulent un homme corrompu par définition. Et en fait, celles qui postulent d'un homme bon sont plutôt des doctrines anti-étatiques. Et donc non fonctionnelles, non préparées. Voilà, ça va être simplement, on va laisser le cours des choses se dérouler. Donc le libéralisme, c'est donc une doctrine de la dépolitisation. En tout cas, c'est la fatalité que ça crée de la dépolitisation. Et le libéralisme crée le bourgeois, qui est l'être dépolitisé dans sa splendeur. Alors on va donner la définition de Hegel du bourgeois, qui est cet homme qui refuse de quitter sa sphère privée non politique, protégé du risque, et qui établit dans la propriété et dans la justice qui régit la propriété privée, se comporte en individu face au tout. Et on voit qu'il y a un parallèle avec l'individualisme et la bourgeoisie, qui trouve une compensation à sa nullité politique dans les fruits de la paix et du négoce, qui la trouve surtout dans la sécurité totale de cette jouissance, qui prétend par conséquent demeurer dispensé de courage et exempt du danger de mort violente. Ce qu'on voit dans cette définition, c'est que le bourgeois se réfugie dans la propriété privée et dans l'économie pour en fait justifier son inexistence politique et ainsi ne pas avoir besoin de faire preuve de courage puisque pour lui tout va bien et que donc peu importe les conditions politiques, qu'il soit d'accord ou pas d'accord, son confort primera avant le combat. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas compter sur les bourgeois pour se bouger. Et alors Hegel donne aussi une définition très intéressante de l'ennemi, tout ça c'est dans le bouquin, ce que les philosophes modernes évitent habituellement, c'est que l'ennemi est la différence éthique. Non pas au sens de moralité, mais dans la perspective de la vie absolue dans l'être éternel du peuple. Si vous ne comprenez pas cette phrase, il faut écouter mon audio sur Hegel. L'être éternel du peuple, c'est ce que le peuple doit devenir de par l'esprit qu'il habite. Et donc la suite de la définition de l'ennemi, c'est l'étranger à nier dans sa totalité vivante. Intéressant d'ailleurs, le vivant par rapport à toute cette histoire de politique.
L'ennemi, du coup, ce qu'on peut dire aussi, c'est que sa désignation est l'essence de la politique, comme on l'a bien compris, et qu'un homme intrinsèquement bon, considéré comme intrinsèquement bon, c'est donc la fin de la politique. C'est pour ça que le libéralisme est un apolitisme, une dépolitisation plutôt, une dépolitisation, et que le bourgeois est totalement dépolitisé. Hein. Et c'est pour ça que dans une société bourgeoise comme la nôtre, les politiciens aujourd'hui sont quand même beaucoup vus comme des gens qui commettent des erreurs. Hein. Il y en a, alors moi je le dis, il y en a ras-le-bol de cette rengaine de boomers. Hein. Et en fait, ce sont des gens qui disent ça, ils disent que les politiciens commettent des erreurs parce qu'ils n'ont plus de notion politique. Ils n'ont plus de notion de politique, comme on est en train de vouloir la réveiller par cet audio. Le dogme libéral de l'homme bon les a altérés presque anthropologiquement, c'est-à-dire qu'ils ont ingurgité cette dépolitisation, non pas par la théorisation de l'homme libéral, mais par la praxis, le fait de vivre constamment en régime libéral. Ce que je suis en train de dire là est complètement lucide et surtout c'est quelque chose qu'il faut absolument réaliser. Ce qu'on voit aussi, c'est que tout optimisme indifférencié, de par tout ce qu'on vient de dire, doit finir là où est sa place, c'est-à-dire dans les niaiseries de l'histoire. Hein, si l'homme était intrinsèquement bon, ça fait bien longtemps qu'on n'aurait plus de problème et que tout se passerait bien. Alors, je voulais vous lire également un passage par rapport à ce qu'on dit là, qui est très intéressant. Donc, Carl Schmitt nous parle justement de la politique et de cette désignation de l'ennemi. Et il nous dit « Ce froid réalisme de la possibilité d'un ennemi effraie les esprits faibles, anxieux de sécurité. Ainsi, ces hommes, pour justifier leurs besoins de sécurité et leur lâcheté, haïssent les hommes lucides, réputés voir tout en noir, et prennent le parti de mettre ces hommes hors la loi en faisant remarquer que leur conception ignore la morale ou l'économie, et finalement l'argument politique décisif que ces idées viennent du diable, du malin. » Voilà. Donc ça s'appelle la politique de l'autruche. Et l'autruche, quand on lui dit attention, il y a juste ta tête de planquer, ben en fait elle vous met hors la loi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, on a un autre problème. Oui, alors à partir du chapitre 7, là, celui dans lequel on est, les chapitres deviennent bien costauds. Hein. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Le problème suivant, c'est celui du droit et de l'utilisation politique du droit. Donc je vous rappelle que c'est un juriste qui écrit le bouquin, donc il en connaît un peu un rayon en droit. Ce qui nous explique, c'est que lorsque le droit est utilisé à des fins politiques, il y a d'énormes confusions qui naissent. Et en fait, le droit, comme tout secteur de la vie ou de la pensée humaine, peut être utilisé pour réfuter l'activité d'un autre secteur. Particulièrement le secteur politique. Et là, c'est un faux problème, un vrai problème, pardon. Il faut rester très attentif à l'utilisation politique du droit, nous dit Carl Schmitt, car s'il désigne bien les procédés législatifs qui doivent rester en vigueur, sa primauté n'est rien d'autre qu'un statu quo précis, au maintien duquel sont évidemment intéressés tous ceux dont ce droit stabilise le pouvoir politique ou l'avantage économique. Hobbes ajoute « Le règne du droit n'est jamais que le règne de ceux qui établissent et qui appliquent les normes du droit. Que le règne d'un ordre supérieur est vaine phraséologie s'il ne signifie pas au niveau du politique que certains hommes, au nom de cet ordre supérieur, prétendent dominer d'autres hommes, d'un ordre inférieur. » Alors, pour réfléchir à ça, je vous invite à consulter les lois, évidemment, Pleven et Fabius Guesso, et dans un ordre plus économique, mais tout autant politique, la loi Pompidou-Rothschild. Voilà. Si vous voulez vous renseigner un peu de votre côté, n'hésitez pas. Donc, ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que de toute manière, les luttes, ce sont toujours des groupes humains concrets. Hein. Ceux qui créent le droit sont quand même des groupes humains concrets. Ceux qui ont avantage à l'utilisation politique du droit sont des groupes humains concrets. Et c'est ainsi que ce sont réellement des groupes politiques, c'est qu'ils permettent d'être désignés comme ennemis ou de nous désigner comme ennemis.
L'observateur, d'ailleurs sérieux et rigoureux en droit, observera toujours les affrontements, on peut dire, entre groupes humains euh, de manière lucide. Et en fait, les mots sont seulement les mots utilisés. On pense par exemple au mot immoralité. Voilà, quelqu'un qui va dire qu'une autre personne est immorale. Alors aujourd'hui, ça va être est raciste, est complotiste, et je sais pas quoi. Il y a 10 000 vocables. Et ben en fait, tous ces mots-là, il faut, quand on est un observateur sérieux et attentif, comprendre que c'est simplement un groupement politique qui s'oppose à un autre groupement politique et que ces mots n'ont pas de valeur en soi caractéristique qui permet de réellement éliminer l'adversaire. En réalité, ces mots ne sont utilisés que pour éliminer l'adversaire aux yeux du grand public. D'où le problème de la bêtise démocratique et de la télévision et des médias. Bon, je vais pas en faire des caisses, mais voilà, on a compris. Et à ce niveau-là, il faut à tout prix, nous, en tant que personnes qui veulent retrouver le sens du politique, se souvenir de la phrase exceptionnelle de Staline, qui n'est pas une référence pour tout, mais sa citation est exceptionnelle, je l'aime énormément, c'est « Le mot chien ne mord pas ». Voilà. Et alors la grande politique, nous dit Carl Schmitt, c'est lorsqu'il y a une perception nette et concrète de l'ennemi. Donc dans l'histoire, ça arrive de temps en temps, et c'est à ces moments-là qu'il y a les sommets de la politique, en fait, de la grande politique. Et à ce propos-là, je vais faire une réflexion personnelle, c'est qu'en fait, nous faisons des guerres au Mali, mais on n'est pas capable de faire la guerre, entre guillemets, contre ceux qui, en France même, détruisent notre nation. Or, comme le dit Carl Schmitt, la seule guerre juste, d'ailleurs saint Thomas d'Aquin nous dirait la même chose, est celle qui veut nous faire... Enfin, est celle que l'on mène contre ceux qui veulent renier notre vie. Et alors, dans renier notre vie, il y a notre vie existentielle, on n'est pas non plus hyper loin, mais il y a également notre vie au sens hegelien du terme, je vous renvoie toujours à l'audio sur Hegel, c'est-à-dire que notre nation, notre peuple, la France, a créé des conditions de vie exceptionnelles, qui sont en train d'être démantelées depuis 40 ans, mais c'est quand même une négation de notre vie. Dans la vie, il n'y a pas que la vie avec un cœur qui bat, il y a également les conditions de vie et ce qui fait de nous des hommes. Voilà. Et c'est très très important de bien comprendre ça. Alors le 8e chapitre, c'est la dépolitisation par la polarité éthique économique. C'est-à-dire que le libéralisme, comme on l'a déjà dit, n'a pas de doctrine d'État sui generis, qui est un terme latin utilisé en droit, c'est-à-dire qui vient de lui-même. C'est simplement une doctrine qui propose des méthodes pour lutter contre l'État. Le libéralisme ignore l'État pour se mouvoir dans l'éthique et l'économique. Donc l'État qui est la quintessence de la politique, comme on a pu le présenter au début de la vidéo. Donc il remplace l'État par l'éthique et l'économique, c'est-à-dire l'esprit et les affaires, ou la culture et la richesse. Et en fait, l'éthique et l'économie viennent donc se substituer à ce que c'est que la politique sérieuse pour la présenter sous un nouveau jour. C'est-à-dire que le concept de lutte, qui est hautement politique qu'on a décrit tout à l'heure, devient, dans cette nouvelle, on va dire, scène, qui a pour personnages principaux l'éthique et l'économique et non plus le politique, la lutte devient la concurrence pour les affaires et le débat au niveau de l'esprit et donc de l'éthique. C'est-à-dire que les concepts très clairs de guerre et paix qu'on avait auparavant et en politique, qu'on a toujours et qui sont en politique, simplement qu'en fait la politique est ailleurs, les concepts de guerre et de paix sont remplacés par la concurrence perpétuelle et les débats sans fin. Et à ce titre, c'est très intéressant de remarquer, parce que les mots ont quand même un sens, qu'on est en régime parlementaire. C'est-à-dire que nous, on travaille et on paye des impôts pour que des gens parlementent, et qu'il n'y ait pas grand-chose qui avance. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans ça, dans cette dépolitisation totale, c'est qu'en fait, le fait de désigner l'ennemi n'existe plus de manière étatique et unitaire, et qu'en fait, c'est tout naturel de se défendre contre l'ennemi devient maintenant une tendance politique, un calcul économique, et le pire de tous, un calcul électoral.
hein, et à ce titre, c'est intéressant, les girouettes qu'on a en politique actuelle. D'ailleurs, la campagne politique est en train de commencer, donc ça va être intéressant à suivre. Je vous invite à regarder vraiment entre ce que les gens déclarent là aujourd'hui, ce qu'ils vont déclarer pendant la campagne et ce qu'ils ont déclaré dans le passé. Les types sont des énormes girouettes pour la plupart. Ce qui veut dire que tout est calcul, rien n'est pensé et rien n'est incarné. Et alors, dans cette logique libérale, ce qu'on peut comprendre d'intéressant et que nous présente Carl Schmitt, c'est le paradoxe. En fait, dès qu'on sort du domaine politique, le libéralisme a une grosse tendance à pousser à l'autonomie et même à la spécialisation totalement extrême chaque secteur d'activité jusqu'à l'isolement complet. Chaque secteur a ses propres règles. L'art a ses propres règles. Et pour que l'art soit de l'art, il ne doit pas être empreint de morale et de bienséance. Il ne doit pas y avoir de jugement sur l'art pour que l'art soit de l'art. Les seuls jugements, c'est le beau et le laid. Le travail, est-ce qu'il y a du travail, est-ce qu'il n'y a pas de travail. Et vous avez il nous décrit le fait que la morale se soit détachée de la religion, la théologie du XVIe siècle, puis de la métaphysique du XVIIe siècle pour s'autonomiser sous le régime libéral et devenir elle-même entièrement indépendante, et 100% entièrement indépendante. Et en fait, en revanche, dès qu'on parle de politique, et ben là c'est l'inverse. La politique n'a pas le droit d'être elle-même. La politique, elle est entièrement soumise aujourd'hui à l'économie et à la morale. À la morale de l'époque, bien évidemment, ce qui nous amène à ce qui n'est pas la nôtre, et ce qui nous amène justement à réfléchir une fois de plus à ce paradoxe du libéralisme. Et ce qu'il faut bien comprendre dans tout ça, évidemment, je ne peux pas être toujours ultra clair parce que j'ai pas envie que mes audios soient censurés. L'idée, c'est quand même d'éveiller la conscience, et il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le libéralisme et tout ça, ce ne sont jamais que des choses politiques qui se passent, et que, comme on l'a expliqué en fait tout au long de cet audio, et ce que nous explique Carl Schmitt, c'est que la politique, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est pas des concepts uniquement. Sinon on est dans l'impuissance politique en les commentant. La politique, ce sont bien des groupes concrets et organisés qui luttent contre d'autres groupes concrets et organisés. Effectivement, maintenant, pour clore le chapitre 8 sur un petit retour que fait Schmitt sur la dialectique techniciste, qu'on a déjà pu un petit peu étudier au long de cet audio, qui apparaît principalement au XVIIIe siècle et puis qui continue aujourd'hui. En fait, la dialectique principale, ça va vraiment être de dire que la pureté économique est bien supérieure à la cruauté politique. C'est-à-dire que la pureté économique, c'est l'économie, c'est l'échange pur entre deux parties intéressées l'un par l'autre pour la liberté et l'indépendance de chacun. Et voilà. Et en fait, la guerre, la politique, donc très vite dans la tête des gens technicistes, la guerre, tout ça n'est que cruauté, n'est que vol, n'est que voilà. Alors qu'en fait, tout ça est une question de présentation. Ces gens-là qui sont dans la religion technique ne font que nous mettre, à travers cette comparaison, ne font que mettre en exergue leur morale, parce qu'en réalité, ce qu'on pourrait très bien dire, c'est que la politique et la guerre, ce sont des moyens de lutte objectifs et même comment dire... le mot m'échappe là, mais ce sont des moyens de lutte objectifs et honnêtes, on peut dire. Alors que la pureté économique peut être totalement remise en cause. L'échange peut donner lieu très facilement à l'exploitation. Et l'exploitation, c'est-à-dire qu'entre deux parties qui signent à un moment donné, il peut très bien se passer des choses qui font qu'à la fin, il y a une exploitation absolument terrible et abominable. J'avais déjà parlé du travail des enfants dans l'Angleterre du 19e siècle industriel que Marx décrit. C'est quelque chose qui existait. Donc là, on est dans l'exploitation pure. Et ce qui est très fort, c'est qu'en fait, ce secteur économique, qui encore une fois se prétend apolitique et neutre, alors qu'il est totalement politique, que le glissement de sa neutralité, que sa neutralité a glissé vers la politique,
c'est de prétendre qu'en réalité, les exploités sont simplement des gens qui ont signé un contrat et qui maintenant sont obligés de le respecter. Et que toute révolte de ces gens-là, qui ne peut par conséquent pas être économique, puisque ce sont des exploités économiques, n'est que violence, révolte, enfin voilà, c'est-à-dire ils vont utiliser tout un vocabulaire pour bien dire que les exploités en fait n'ont pas le droit, de se rebeller, quoi. Ce sera révolte, violence et crime. Voilà. Et d'ailleurs, donc ça c'est exactement le travail qu'a fait Marx, qui est très intéressant, et c'est l'antagonisme politique qu'il décrit, c'est-à-dire qu'en fait, la position de Marx, c'est bien de dire que le politique, l'économique, est devenu politique. Et à ce titre, je réitère ma position totalement marxienne et non pas marxiste. Il y a bel et bien un problème avec le libéralisme, le capitalisme libéral. Mais la solution n'est absolument pas le communisme. Les gens à cheveux bleus, là, qui veulent convaincre les ouvriers que la solution, c'est de devenir communiste. Bah, moi, j'ai lu Marx et je suis ouvrier. Donc, et je vous dis que la solution, c'est pas du tout de revenir, d'aller au communisme, c'est de revenir à la tradition. Voilà. La seule solution, c'est de revenir à la tradition. Et ça, c'est être marxien et donc non marxiste. C'est-à-dire intelligibiliser Marx pour bien comprendre que son constat sur le capitalisme libéral est 100% vrai, véridique et qu'il se vérifie dans le temps, puisqu'il a beaucoup d'avance à l'époque où il écrit. C'est-à-dire que ce qu'il a écrit est en train de se réaliser. Mais il faut bien comprendre qu'il y a bel et bien un problème, mais que la solution du communisme, c'est de la pure merde. Voilà. Même si je peux comprendre sa beauté. Ce qui est intéressant aussi et qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait ces méthodes-là d'exploiteurs exploités dont on parlait tout à l'heure, le fait qu'un parti peut très vite se sentir biaisé et passer dans être complètement exploité, on peut faire un point assez intéressant sur les méthodes similaires qui sont organisées, qui sont utilisées, par l'impérialisme économique, on va dire principalement états-unien, voilà. Les méthodes qui vont être les blocus alimentaires, les embargos, sont des méthodes non violentes économiques, donc soi-disant, donc aux yeux du grand public, neutres, qui en réalité ne sont absolument pas neutres, puisqu'elles posent un problème de vie et de lutte concret dans les pays dans lesquels elles sont appliquées. Je pense principalement au Venezuela, parce que dernièrement c'était l'exemple le plus probant. Les types, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des blocus alimentaires et des embargos pour que le pays ne vende plus et que le pays meure de faim. Et ensuite, ils envoient des ONG en disant « Ah non, mais on est des gentils, on envoie des ONG pour donner à bouffer à votre peuple. » Et dans ces ONG, en fait, ce qu'ils envoient, c'est des mercenaires pour prendre le contrôle politique du pays. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, toute tentative d'un peuple qui est victime de ces blocus alimentaires et de ces embargos, et ben, en fait, ça va être considéré comme, ça va être vendu comme propagande pure médiatique, comme énorme violence, ce sera toujours mis sur le plan de la guerre et de l'extra-économique, alors que tout ça n'est qu'une question économique. Et en réalité, quand on comprend bien, économique égale politique. Et en fait, toute tentative d'un peuple de s'extraire de cette énorme violence systémique sera justement qualifiée de révolte extra-économique. Et donc, de cette manière, les maîtres de l'économie se font passer pour apolitiques, de par la neutralité de réputation de l'économie, et donc ils se légitiment. Et ces peuples, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces peuples, en ne se soumettant pas économiquement, ne se soumettent pas politiquement. Et c'est bien ainsi qu'ils l'entendent d'ailleurs. Voilà, ce sera tout. Alors écoutez, je crois que j'ai tout dit pour cet excellent ouvrage de Carl Schmitt qui est La notion de politique. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. Surtout, n'hésitez pas à l'envoyer à des gens que ça pourrait intéresser. Je pense que c'est le mieux, que ces idées se répandent, on va dire. S'il y en a qui sont intéressés par Instagram, mon Instagram c'est Brice Labrique, tout attaché. La photo de profil, c'est une photo d'un bouquin avec Hegel, voilà. Et je mets simplement des petites... je publie très peu, je mets juste des petites stories, des livres que je suis en train de lire, voilà, si ça peut vous inspirer pour lire des livres. On me demande de temps en temps on me demande des conseils pour des bouquins, donc je n'hésite pas à répondre. Le prochain audio, ce sera, je pense, sur Histoire de deux peuples de Jacques Bainville.
euh, un historien français, membre de l'Action française, voilà, qui fait une thèse historique extrêmement intéressante dans ce livre qui a été pour moi lumineuse lorsque je l'ai lu, donc je souhaite la partager. Voilà. Allez, à plus.